Donc la sacro-sainte diabète devient d'intérêt. Diapositive suivante, simplement, on est à la tous ensemble, on peut revenir à la diapositive suivante. À la diapositive, celle-là, c'est parfait. On n'est pas là en grande partie. Ce qui a conduit le blocage, c'est ce fameux variant Omicron. Et quand il est arrivé, en très peu de jours, l'OMS les a mis dans le groupe des variants qui concernent, c'était le 5e, il n'y avait pas beaucoup, alors qu'il y a plein de variants sous surveillance, parce que vous voyez le nombre de mutations sur la spike de ce variant. Et tout le monde s'est aperçu que ce variant était moche, parce qu'il avait des mutations qui jouaient sur la transmission, il avait des mutations qui jouaient sur la vaccination, et puis plein de mutations qui n'étaient pas situées, donc on ne savait pas. Mais il n'y avait pas de preuves à ce moment-là sur tout ce qui inquiétait l'augmentation de la transmission, la résistance à l'utilisation de la gravité. Et surtout ce qu'on appelle le fitness. Diapositive suivante. Et alors, voilà ce qui a inquiété, c'est ça, c'est-à-dire la dynamique des épidémies en Afrique du Sud. Ce n'est pas la dynamique des hospitalisations, c'est la dynamique du nombre de cas. Alors qu'on voit par rapport aux autres épidémies, chaque pays a son système de surveillance, etc. Mais bon, là, on voit que c'était parti très vite. Et la conclusion aujourd'hui qu'on peut faire sur les données anglaises de publier, entre ce pas publié, communiquer, parce que les papiers ne sont pas encore publiés, c'est qu'il est 3 fois plus contagieux que le Delta et il est 2 fois plus résistant au vaccin, mais qu'il est possiblement moins sévère. Alors, les données de moins de sévérité, je voudrais juste les moduler par le fait qu'une grande partie de la population est déjà immunisée. Donc, comme on va le voir tout à l'heure, sur les données, le fait que la population soit immunisée par la maladie ou par la vaccination fait que l'immunité cellulaire est relativement moins touchée. On va voir pourquoi. Et donc, de ce fait, les formes graves sont. Donc, il est moins sévère dans le contexte où on l'a aujourd'hui. Diapositive suivante. Alors, vous vous rendez compte, ça c'était l'histoire des vaccins. Alors moi, honnêtement, c'est un des endroits où je me suis planté dans cette pandémie, parce qu'on est parti d'un virus qui n'était pas adapté à l'homme, et puis ce virus qui était assez peu contagieux, comme la grippe, il est devenu comme le Delta contagieux comme la varicelle, et maintenant par l'Omicron, si on voit, il est arrivé au niveau de contagion de la rougeole, avec un R0 qui est extrêmement fort. Donc, on a vu cette déviation de ce virus. Alors moi, je pensais qu'à un moment où on arrêterait l'augmentation de la transmissibilité, puisque on ne peut pas indéfiniment changer la structure du spike pour qu'il puisse quand même rentrer dans ce truc. Et là, maintenant, on est là. Diapositive suivante. Alors, ce qui est intéressant, on va passer sur celle-là, je vais aller assez vite, c'est, diapositive suivante, c'est le communiqué de Pfizer. Alors, vous savez que Pfizer, donc il n'y a pas les publications, mais juste, en général, quand Pfizer a communiqué jusqu'à présent, ils ont communiqué des résultats justes, surtout que pour l'instant, ça ne favorise pas le développement. Alors, déjà, ce qu'ils arrivent à dire, c'est que, et ça c'est très intéressant, je vais vous l'expliquer après, 2 doses de vaccin Pfizer, ça ne suffit pas pour protéger contre le 3 doses, d'accord? Et notez, 3 doses, ça augmente le pouvoir neutralisant, puisque c'est ça l'effet neutralisant qu'on cherche, par 25 fois par rapport à 2 doses. Or, la montée d'anticorps, on va le voir tout à l'heure, n'est pas par 25. Il va falloir que je vous explique ça un petit peu, d'accord? C'est comparable, après 3 doses, à ce qu'on avait observé après 2 doses pour les souches initiales. Donc, si les gens n'étaient pas convaincus qu'il fallait un rappel, maintenant... L'Angleterre, là, les dernières données, c'est qu'ils multiplient leur nombre d'Omicron de 50% par semaine. Non, le temps de doublement est de 50% par semaine. Donc, ça va vite. OK. Et la dernière chose qu'ils ont donné leur communiqué, c'est que les CD8 des cells n'ont pas été affectés par la mutation et ça continue à protéger contre les formes graves. Donc, quand on dit qu'il est moins grave dans un pays comme l'Afrique du Sud qui a été très touché par la maladie, même s'ils n'ont pas été autant que ça vaccinés, c'est rassurant. D'accord. Alors maintenant, ils parlent de leur nouveau vaccin. On va revenir. Diapositive suivante.
C'était juste que. Et pourquoi je trouve que c'est important, pourquoi j'ai montré ces diapos? Parce que beaucoup de nos pays francophones n'ont pas utilisé forcément du Pfizer ou du Moderna. Or, on sait aujourd'hui qu'il y a une relation entre les taux d'anticorps obtenus et la protection. Pas à titre individuel, à titre collectif. Les vaccins qui donnaient le plus d'anticorps, ce sont ceux qui protégeaient le mieux. D'accord ? Or, plusieurs d'entre nous ont utilisé des vaccins qui étaient moins puissants. La chance qu'on a eue, c'est que pour toutes les études, le schéma hétérologue montrait qu'on obtient avec les rappels, on rattrape ce retard en taux d'anticorps observé. Mais il faut bien se rendre compte qu'il y avait une vraie relation qui apparaissait dans les études, mais qui les rendait moins importantes. Diapositive suivante pour vous expliquer. Alors, ça, c'est les taux d'anticorps obtenus après une dose et 2 doses de Pfizer. Regardez le titre, OK. Et puis, on voit toujours que les sujets âgés répondent moins bien que les sujets plus jeunes. Ça, c'est pas un scoop en termes de vaccination, ni de grippe, ni de quoi que ce soit. Diapositive suivante. Et ce que montrait aussi, donc la même étude poursuivie longtemps, c'est que quand vous faisiez le booster, vous multipliez votre taux d'anticorps par 5. Le taux d'IgG mesuré par ELISA. Pas la neutralisation, on va revenir sur ça. Donc, le booster entraîne par 5. Diapositive suivante. Et il y a une chose aussi que chacun doit comprendre, c'est que quand on donne des belles courbes de taux d'anticorps, en fait, ça traduit une énorme variabilité interindividuelle. Énorme. Vous voyez le nombre de points, vous voyez à chaque fois la différence qu'il y a. Donc, ça vous explique qu'il y a des gens qui ont été vaccinés, au bout de 3 mois, ils ont eu l'échec parce qu'ils n'étaient pas dans le truc. Donc, les courbes sont jolies, elles sont intéressantes à titre collectif, mais à titre individuel, vous voyez bien qu'on n'y est pas. Diapositive suivante. Alors, ça se traduit. Le plus résistant reste le bêta, au truc, mais l'Omicron, il est dans cette zone. On voit que la montée du taux d'anticorps qu'il faut pour obtenir une protection. Et c'est logique. Le vaccin a été protégé avec la souche qui a été faite avec le spike du Wuhan. D'accord? Et le spike du Wuhan, ce n'est pas le même. Donc, pour maintenir une affinité, pour avoir un effet, il faut de plus en plus d'anticorps. C'est juste un problème d'affinité. Diapositive suivante. Et moi, j'ai comparé ça à l'époque où on faisait de la pénicilline et on a monté les doses d'antibiotiques. C'est exactement comme les pénicillines et les PPP. C'est-à-dire qu'il fallait choisir les meilleurs vaccins, d'accord? Et là, on va arriver au booster avec les vaccins ARN, d'accord? Et il fallait augmenter les doses. La façon d'augmenter les doses du vaccin, c'est soit faire plus doser, c'est ce que fait Moderna, et dont on sait qu'il est plus efficace, soit surtout apporter un booster dose qui, lui, va monter correctement le taux d'anticorps. Eh bien, c'est ce qui s'est passé pour la pénicilline. Diapositive suivante. C'est ce qu'on avait fait. Diapositive suivante. Eh bien, c'est ce qui se passe sur ça. Donc, voilà. Ça, j'ai repris les 2 études anticorps. J'ai fait une simulation avec mon ordinateur. Donc, voilà. Vous recevez la première dose. Ça monte tout doucement. On sait, la première réponse immunitaire, on doit des IgG, des IgM, on met une dizaine de jours. Et puis, on a fait la 2e dose, d'accord, qui a monté les anticorps à un niveau assez élevé. Puis après, ces anticorps, on les perd assez vite dans le temps, d'où la faiblesse aujourd'hui vis-à-vis du Delta, parce qu'on a perdu assez vite les anticorps, d'accord. Et puis, après, le booster. Alors maintenant, vous voyez, le booster, ça multiplie par 4-5. Mais il y a 3 choses qu'il faut voir. C'est que la première, c'est que le taux d'anticorps persiste plus longtemps. Vous avez une chute rapide comme après la première dose, puis ce pool de cellules de mémoire qui reste là, ce qui fait que et surtout, ça augmente l'affinité. Ça vous explique que pourquoi, dans la dernière expérimentation de Pfizer, peut-être qu'ils l'ont donné, la neutralisation est multipliée par 25. Il n'y a pas 25 fois plus d'anticorps avec le booster. Mais ce sont des anticorps qui ont plus d'affinité. Et là, vous voyez, avant, quand on avait la souche originale ou Delta, il fallait très peu d'anticorps pour être protégé. Quand on a eu le Delta, il en fallait plus. Et maintenant, avec le micro, il en faut probablement encore plus. C'est ce qui vous explique
l'importance maintenant, aujourd'hui, de la dose de rappel pour tout le monde. Et la dose de rappel, rappelez-vous que ce délai, il doit être de 4 à 6 mois. Parce que pour obtenir cet effet rappel, il faut ce délai-là parce que ça permet de mettre en place les cellules B mémoire qui vont répondre. Ça ne sert à rien de faire plein de vaccins de suite. On n'obtient jamais cet effet de booster. C'était pour vous expliquer, voilà, aujourd'hui, quelle est la réponse. Maintenant, est-ce qu'on se dit, bon, ben, c'est bien, ils viennent de nous dire qu'avec le booster dose, on a un taux de neutralisation aussi bon que donner les 2 doses sur la souche initiale. Mais la réponse, c'est qu'on ne peut pas monter indéfiniment le taux d'anticorps. Donc, à mon sens, je ne vois pas comment on va échapper avec un vaccin qui soit plus adapté à la souche que la souche originale, parce que ces taux d'anticorps. Et Robert, ce que l'on ne sait pas non plus, c'est que s'il y a d'autres variants après le Omicron, quel sera le niveau d'exigence bien sûr en termes de taux d'anticorps plus tard. Mais comme on a vu, tous ces trucs-là, c'est des mutations supplémentaires. Donc, quand tu vas repartir. Donc, mais moi, Pfizer dit à juste titre, ce que je vous dis, c'est une hypothèse, hein, il n'y a aucune preuve. Je ne vois pas comment on peut faire la course avec le même vaccin en montant indéfiniment le coût de cœur. D'accord, à un moment, ça ne monte plus, d'ailleurs. Le système. Ils n'envisagent pas de faire un nouveau vaccin pour l'Omicron? Si, les études sont en cours, ils sont capables de le faire dans 2 mois. Il va sortir pour Alors maintenant, pourquoi ils avaient déjà fait des vaccins contre le bêta, qui était très résistant, ils n'ont pas eu besoin parce que ça marchait encore. Tant que le vaccin marche encore, on craignait la souche d'après, la souche d'après, la souche d'après. Donc, voilà un petit peu ces réflexions avant les politiques vaccinales qui vont nous aider. C'est des choses assez récentes et je trouve que ça peut aider un petit peu à comprendre qu'est-ce qu'il va falloir faire dans les prochains mois et années, en sachant que entre ceux qui ont été infectés, la maladie protège. Il y a des tout le monde connaît les 4 ans. Ils sont rarement plus graves parce que le cellulaire tient pas mal. Et ceux qui sont vaccinés, à mon avis, voilà un petit peu le scénario. C'est bon. Ce qui est quand même très intéressant, Robert, c'est qu'on continue d'apprendre avec ces nouveaux vaccins ARN, qu'on découvre quand même un petit peu en termes de manipulation, de maniement. Ce qu'on ne savait pas au départ, c'est que ces vaccins ARN, finalement, ils ont une capacité de stimulation du système immunitaire qui est prodigieuse, puisqu'ils ont finalement, ils entraînent une immunité qui ressemble à celle des vaccins vivants. Bien sûr. Mais ce ne sont pas des vaccins vivants et ils se comportent comme des vaccins sous-unitaires, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'un schéma primo-vaccination et rappel. Absolument. Donc, ils sont vraiment entre les deux. Et le complément, c'est de dire, finalement, le virus est différent, mais le système immunitaire, il n'a pas changé. Hein. Les courbes que je vous ai montrées là, c'est des courbes non pas stimulées à partir de Pfizer, parce que Pfizer n'est pas ici, mais c'est des courbes à partir de bouquins vaccinologiques de Clarane. Ou qu'est-ce qu'on fait quand on fait une booster dose? Quel que soit le vaccin, tu montes plus haut, tu commences à descendre un peu vite, un petit peu comme au départ, parce que tu perds une population, et puis après, tes cellules de mémoire te laissent un taux un peu plus élevé qu'au départ. Et ça, donc, c'est de la simulation, ce n'est pas des chiffres réels, hein, mais je trouve dans le concept, c'est pas mal. Ce qui veut dire que toutes les populations à terme qui seront vaccinées devront l'être sous un schéma avec rappel. Oui, sans arrière-pensée, avec l'idée que la maladie naturelle, plus un booster, on parle d'immunité hybride et on parle d'hyperimmunité. Donc, le mélange, même si j'ai eu la maladie il y a 6 mois, 1 an, un booster, ça refait. Donc, j'allais dire que la maladie souvent correspond à un schéma plus. Un schéma plus lourd, vaccination un peu lourd. Voilà. En tout cas. Si j'ai bien compris, ce n'est pas tant le niveau d'anticorps neutralisant qui est important que surtout l'affinité de l'anticorps. Alors, le pouvoir neutralisant prend les deux. Tu doses les anticorps soit en tu les décores par les techniques ELISA, qu'est-ce qui se fixe sur ça? Tu as un taux d'anticorps comme tu as pour l'hépatite B, comme pour le tétanos, c'est dans l'anticorps neutralisant. En anticorps, en ELISA, quand on donne le neutralisant,
c'est l'effet réel d'immunisation du virus. Donc, c'est ça cette différence. Donc, le booster, là, ça semble être le cas, c'est une bonne nouvelle, c'est que ça multiplie le taux par 5, mais le pouvoir neutralisant, parce que les anticorps ont plus d'affinité, on a sélectionné des populations lymphocytaires plus voilà, et le truc est meilleur. OK. Merci beaucoup, Robert. Bonjour. On va donc... Bonjour, Robert. Est-ce que je peux poser une question à Robert? Bien sûr. Oui, alors, Robert, tu as dit que les schémas hétérologues pour les boosters, c'est bien, c'est mieux. Mais est-ce que c'est valable pour tous les mix, pour tous les schémas, ou est-ce que c'est valable pour certains mix? Alors, ce qui a été démontré au départ, ce sont les Anglais avec les vaccins, le vaccin AstraZeneca, d'accord? Et après, il y a une publication avec les vaccins chinois, qui sont des vaccins entiers, inactivés, où ils ont aussi observé l'effet booster. J'ai vu passer une publication sur ça. Maintenant, si tu parles du vaccin russe, il ressemble tellement au Janssen ou à l'AstraZeneca que Janssen, c'est pareil que l'AstraZeneca, c'est-à-dire tu as vraiment le schéma hétérologue. Donc, je crois qu'aujourd'hui, l'hypothèse principale, je ne peux pas faire le tour vaccin par vaccin parce que je ne les connais pas tous, ceux qui ont eu l'AML, mais c'est vrai pour les vectorisés adénovirus et pour le vaccin chinois. Et pour un des vaccins chinois, qui est un vaccin inactivé, c'est-à-dire un vaccin assez rustique dans sa conception, il y a aussi cet effet-là. Merci. Rachida? Oui, merci. Très bien.